Le webinaire est maintenant diffusé en direct sur Facebook. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de notre programmation Décembre Ensemble, les journées solidaires, l'Institut français de Tunisie, en collaboration avec le LABES, a le plaisir de vous proposer cette rencontre portant sur l'économie sociale et solidaire. Ce webinaire, qui sera modéré par Rachid Abidi, le directeur du LABES, permet une rencontre entre les deux rives et nous avons le plaisir d'accueillir à cet effet Jérôme Sadier, président de ESS France. Donc, deux visions, un seul enjeu. Rappeler l'importance d'une économie solidaire et sociale pour une société résiliente. Pour terminer, je voudrais juste rappeler deux dates. Juillet 2014, le vote de la loi économie sociale et solidaire en France, et en juin 2020, le vote de la loi en Tunisie. Je pense que la Tunisie, c'est le premier pays arabe qui a voté cette loi. Et d'où l'idée de ce débat croisé qui nous permet de rappeler les acquis en France et les perspectives de cette loi en Tunisie. Sans tarder, je laisse la parole à Rachid. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable rencontre. Rachid, à toi. Merci beaucoup, Inas. Bonjour à tous. Alors, nous allons parler d'une économie basée sur les principes de solidarité, d'équité et d'utilité sociale et environnementale. Une économie qui a fait ses preuves en France et qui prend cette direction également en Tunisie. C'est un modèle alternatif qui est encore plus pertinent aujourd'hui dans le contexte de crise que l'on connaît tous. Jérôme Sadier, président de ESS France, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous en cette fin d'après-midi. Alors, pour commencer, vous êtes, alors à mon sens, mais aux yeux de beaucoup, une figure incontournable de l'ESS en France. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu en arrière et nous expliquer votre parcours et vos engagements multiples? Oui, c'est assez compliqué à vrai dire, mais je vais essayer de faire simple et court. Moi, ça ne m'est pas arrivé quand j'étais tout petit de vouloir travailler ou m'engager dans l'économie sociale et solidaire. Pour être honnête, j'ai eu d'abord j'ai fait des études de sciences politiques principalement et j'ai eu un engagement à la fois politique et syndical qui m'a fait baigner dans d'autres univers, des collectivités territoriales, des cabinets ministériels. J'ai même été diplomate à un moment à Genève. Et puis, en fait, c'est à titre professionnel que je suis rentré dans l'économie sociale en intégrant le monde de la mutualité il y a maintenant 17 ans. J'ai eu des fonctions de direction générale et en fait, j'ai trouvé dans l'économie sociale, à titre professionnel, une façon de concilier la nécessité et l'envie de travailler et au-delà de ça, de satisfaire mes engagements plus profonds sur ce que j'estime souhaitable pour l'évolution de notre société en France et notre économie d'ailleurs et sa façon de fonctionner. C'est comme ça que je suis arrivé par le biais professionnel des fonctions de direction générale de mutuelle à prendre date, on va dire, sur des engagements. Et puis, le fait d'être passé au cabinet du ministre Benoît Hamon en 2012-2013, oui, 2012-2013, m'a fait jouer un rôle dans la conception de la loi économie sociale et solidaire qui a été adoptée définitivement en 2014 et qui m'a du coup rebranché sur d'autres secteurs de l'économie sociale et solidaire qui n'étaient pas forcément les miens au départ. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis retrouvé à avoir différentes responsabilités dans ce qu'on va appeler l'écosystème de l'ESS en France. Et je suis aujourd'hui professionnellement au Crédit Coopératif, qui est la banque historique de l'ESS, dont je serai président dans quelques jours, à présider ESS France, qui est la... Merci. À présider ESS France, qui est la coupole française qui rassemble toutes les familles d'acteurs de l'ESS, donc mutuelles, coopératives, associations, fondations, entrepreneurs sociaux, acteurs de la finance solidaire et j'en passe. A présidé également une agence de développement de l'économie sociale qui s'appelle l'Avise, qui je pense est connue de vous. Et puis j'ai aussi un mandat d'une mutuelle d'assurance dans quelques associations, think tank de l'économie sociale. Voilà. D'accord. Et du coup, effectivement, un certain nombre d'engagements.
De quelle manière aujourd'hui vous agissez avec ces différentes casquettes? Comment vous arrivez à faire évoluer l'écosystème français de l'ESS? Quel impact pensez-vous avoir? Et je le lirai à une deuxième question qui est plutôt, qui correspond plutôt au moment fort ou au temps fort de l'ESS, de la structuration de l'ESS en Tunisie, parce que je pense que votre parcours est très lié aussi à cette évolution. Vous l'avez cité rapidement tout à l'heure avec l'élaboration, la contribution et puis la promulgation de la loi. Comment vous agissez aujourd'hui, quel impact vous avez, et puis si vous pouvez nous parler un petit peu des moments forts de la structuration de l'ESS sur ces 20 dernières années, ce qui vous paraît être les moments forts. Vous savez, en France, l'histoire de l'économie sociale et solidaire, elle est complexe, longue et parfois paradoxale. D'abord, elle est longue, parce qu'en fait, les premières formes d'économie sociale, on pourrait remonter quasiment au Moyen-Âge, en fait, avec les premières corporations. Le monde associatif s'est structuré au début du XXe siècle avec la loi de 1901 sur les associations, mais elle préexistait par ailleurs, y compris pour les activités économiques. Les coopératives, les premières d'entre elles, comme les mutuelles, qu'à l'époque on appelait sociétés de secours mutuelles, remontent à la deuxième moitié du XIXe siècle en France. Donc l'histoire est assez longue. La formalisation du terme économie sociale, pas solidaire d'ailleurs au départ, mais d'économie sociale, remonte au début du XIXe siècle, et notamment on doit beaucoup à Charles Gide, entre autres, pas que. Pourquoi on parle d'économie sociale et pas solidaire d'ailleurs au départ? Parce qu'en fait, l'économie sociale en France ne se distingue pas nécessairement par une finalité sociale à l'origine. Pour partie, c'est vrai, parce qu'il s'agit de répondre à des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits ni par l'État, ni par l'initiative privée de marché, pour des raisons différentes, évidemment. Mais ça peut être aussi un moyen de faire les choses, c'est-à-dire de socialiser la réponse. La socialisation de la réponse par la mise en commun de moyens financiers, de moyens de production, de moyens humains, et dans l'histoire de l'ESS en France, tout aussi importante que la finalité sociale, parce qu'une bonne partie du monde coopératif, par exemple, n'a pas cherché à exister par utilité sociale à l'origine, en fait. Ou alors l'utilité sociale conçue comme étant la satisfaction des besoins des membres de la coopérative, mais pas en tout cas à finalité plus large que ça. La véritable rupture, on va dire, enfin, il y en a plusieurs peut-être, mais je pense que l'après-Seconde Guerre mondiale en France a été assez important pour l'ESS, mais pas forcément de manière positive, parce qu'en fait, la reconstruction de la France à partir du programme du Conseil national de la résistance reposait pour beaucoup sur le rôle de l'État et des services publics. Ce qui fait que beaucoup des intuitions ou des réalisations de l'économie sociale ont été du coup, excusez-moi, il y a un petit bonhomme qui fait du bruit derrière. Beaucoup de ces intuitions et réalisations ont été reprises par l'État et politiquement, d'ailleurs, la gauche qui avait porté l'économie sociale dans la première moitié du XXe siècle, s'étant ralliée plutôt à une conception étatiste, a oublié ses racines, en fait, qu'on qualifiera plus tard d'autogestionnaire, mais en tout cas qui plongeait plutôt son inspiration dans le socialisme utopique des communautés ouvrières, de Fourier, de Proudhon, etc. Et donc, on est quelque part un coup d'arrêt à l'économie sociale, je pense, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ce que les mutuelles avaient créé, à savoir une ébauche de solidarité entre travailleurs, notamment en permettant qu'il y ait un revenu de remplacement en cas d'arrêt maladie, etc., a été repris par la sécurité sociale française, qui a généré des vrais problèmes d'ailleurs politiques entre la mutualité, les syndicats qui la géraient et la sécurité sociale à la française. Néanmoins, aujourd'hui, ce débat est un peu derrière nous. Et ce qu'ont créé les mutuelles, ce qu'elles incarnent encore aujourd'hui, fait partie du contrat social. Il se trouve quand même que les chemins ont été plus parallèles que convergents pendant très longtemps entre les coopératives, les mutuelles et les associations. Pour qu'on arrive à une prise de conscience que tout ceci faisait partie d'un ensemble commun, il a fallu attendre les années 70, en fait, parce qu'avant, les associations avaient leur propre organisation, les mutuelles également, les coopératives également.
sachant que les coopératives, c'est extrêmement varié en France comme forme juridique et comme finalité et comme activité. Et il a fallu attendre la fin des années, enfin, le milieu des années 70, grosso modo, pour qu'à l'intérieur du Parti socialiste, parce que c'est là que ça s'est passé, certains de ses dirigeants qui ne se connaissaient pas vraiment, qui étaient qualifiés de tiers secteur, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, se disent, bah, tiens, en fait, on a quand même des choses en commun. Et dans le sillage notamment de Michel Rocard, ont décidé de reprendre le terme d'économie sociale pour caractériser le point commun à toutes ces activités. La socialisation de la réponse, une forme d'autogestion qui plaisait plutôt aux amis de Michel Rocard à l'époque, en tout cas dans l'indépendance à l'égard de l'État et du marché, et puis une finalité également qui était de nature aussi sociale que politique à l'époque. Le terme solidaire a été rajouté plus tard, dans les années 80-90, parce que certains acteurs ne se définissaient plus seulement par leur statut, même si dans leur quasi-totalité c'était des associations, on va dire, mais avait décidé dans la période de crise économique en France, a décidé de se donner des finalités sociales plus affirmées. Et donc on a eu l'économie solidaire qui s'est développée. Et la dernière branche, c'est l'entrepreneuriat social ou solidaire, qui, lui, a totalement fait abstraction de la question de la forme juridique, même si là aussi, la plupart du temps, ce sont des associations, mais a privilégié la finalité. Ce qui fait que, j'en finis par là, l'histoire de l'ESS en France est une agrégation progressive en fait, d'acteurs et de familles, avec un élargissement progressif. Quand je dis que c'était paradoxal, c'est parce que, en dépit de tout ça, et malgré les définitions, malgré le fait qu'on n'a jamais autant parlé de SS, je ne suis pas toujours sûr que chacun sache ce qu'il faut mettre derrière, en fait. Voilà. Et enfin, c'est paradoxal et en même temps, une formule en France qu'on utilise parfois qui vient d'un cardinal du XVIIe siècle, XVIIIe, je ne sais plus, XVIIe, qui disait qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Je suis plutôt convaincu par ailleurs. Effectivement, tout que c'est plutôt sympathique que l'économie sociale et solidaire, même si c'est un merveilleux oxymore. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire avec cette ambiguïté ou cette situation paradoxale. D'accord. Et du coup, avec justement vos différentes casquettes, comment vous pensez pouvoir peser sur cette économie sociale et solidaire et tout ce que ça comprend finalement aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs types d'enjeux en fait. La loi de 2014 en a résolu un principal qui était la reconnaissance de l'ESS à part entière dans les politiques publiques. Je crois que c'est son principal intérêt. Ce n'est pas le seul. En tout cas, c'était ce que souhaitaient les acteurs en premier lieu. Ils voulaient une loi de reconnaissance. Il y avait une loi sur les associations, une loi sur les mutuelles, une loi sur les coopératives, mais il n'y avait pas de loi sur l'économie sociale. Donc cette loi permet une forme de reconnaissance. Elle organise la relation avec les pouvoirs publics au niveau national. Elle donne des définitions utiles et elle permet de structurer un peu l'écosystème. Après, il y a d'autres choses dans la loi qui sont tout à fait pertinentes et stratégiques aujourd'hui, mais ça va forcément… On y reviendra justement sur la loi un peu plus tard. Mais ça ne suffit sans doute pas. Aujourd'hui, l'écosystème de l'ESS en France, il est malheureusement encore un peu trop dispersé, mais c'est le fruit de l'histoire, hein. C'est pas en soi grave. C'est juste que, notamment dans un contexte de crise comme celui qu'on est en train de vivre assez durement dans l'ESS, et c'est d'ailleurs assez nouveau que l'ESS subissent une crise, parce que jusqu'à présent, on était plutôt épargnés. Du coup, là, on voit que le fait d'avoir une superposition dans l'écosystème d'acteurs territoriaux, d'acteurs statutaires, d'acteurs nationaux, d'acteurs comment dire, qui se définissent en fonction de leurs activités, si je suis plus clair, il y a les têtes de réseau national, le mouvement associatif par exemple, mais lequel va avoir également une antenne régionale, le mouvement associatif régional. On va avoir des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. On a des structures nationales, on a l'AVIS qui est une agence de développement. Et en fait, cet écosystème est foisonnant. Quand les choses deviennent compliquées comme en ce moment, le fait qu'il soit un peu mieux organisé ne serait pas anodin. Voilà. Et j'essaye, avec mes responsabilités cumulatives, on va dire, de contribuer à essayer de mettre un peu pas d'ordre, parce que c'est pas mon mandat, mais en tout cas de mettre de la cohérence
et de la complémentarité entre les actions des différents acteurs. C'est vrai que la crise de toute façon, que ce soit pour l'économie sociale et solidaire ou d'autres secteurs, a mis en avant beaucoup de limites pour d'autres également. Et donc, sur l'ESS, vous estimez qu'aujourd'hui, l'idée d'aller vers plus de structuration, peut-être un peu plus d'organisation, permettrait de mieux répondre, d'être plus résiliente à terme pour de nouvelles crises éventuelles ou pour permettre un autre changement d'échelle finalement? Vous savez, l'ESS en France, ça se caractérise à la fois par des acteurs très anciens de plusieurs dizaines, voire même de plus de 100 ans. Et donc, ils ont accumulé de l'expérience de leurs activités. Parfois même, ils ont été les créateurs des activités en France. Ça, c'est le cas dans le monde de l'assurance, de la banque, dans l'agriculture. Certaines structures de l'ESS font tellement partie du paysage que tout le monde oublie d'ailleurs que c'est de l'économie sociale. Et puis, c'est pas grave, en fait. C'est pas nécessairement grave. Par contre, c'est chacun dans son couloir. Donc, il y a ces acteurs très installés qui ont souvent les moyens de résister à la crise, etc. Et puis, il y a toute la dimension entrepreneuriale qui est de plus en plus importante aujourd'hui. Alors, elle reste dans l'ESS en France très marginale, à vrai dire. Mais néanmoins, c'est aussi là que les choses se passent. C'est là qu'on essaie de répondre à des logiques un peu nouvelles, différentes, et qui appellent, à fortiori dans un contexte différent de ce qu'il y a, de ce qui était il y a 20 ou 30 ans, qui appellent aujourd'hui à des collaborations d'un nouveau type, qui appellent à des levées de fonds qui sont plus ambitieuses également, et qui appellent à repenser les modèles économiques, parce qu'en fait, la plupart de nos structures de l'ESS, évidemment, elles se caractérisent par le fait qu'elles n'ont pas d'autres fonds propres que ce que leurs adhérents, bénéficiaires, clients leur ont apporté au fil des années. Et leur capitalisation, pour dire un mot en fait, qui est impropre, parce que la plupart des l'ESS n'ont pas de capitalisation en tant que telle, c'est l'accumulation progressive de légers excédents d'activités qui ont permis d'avoir des réserves et un peu de solidité. On voit qu'aujourd'hui, dans un contexte de crise d'activité, et non pas de crise financière, parce que la crise n'est pas du tout financière. Aujourd'hui, même la finance se porte très, très bien, on va dire. Mais par contre, nos structures qui ont parfois que quelques mois de trésorerie parce que leur modèle faisait que l'idée n'étant pas d'accumuler des profits pour les mettre dans le capital, du coup, là, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Beaucoup de structures de l'ESS n'avaient que 2-3 mois de trésorerie qui étaient adaptées à une situation normale, mais qui n'est pas adaptée à une situation de crise où l'activité est rendue impossible. Donc, ça nous amène à devoir réfléchir avec les gros, avec les petits, avec les anciens, avec les émergents, en fonction des secteurs d'activité également, à la façon de mieux collaborer au sein de l'ESS pour renforcer les fonds propres de chacune de nos structures. D'accord. En tout cas, ce que j'entends aussi dans ce que vous venez de dire, c'est le temps long de l'organisation, de la structuration, ce qui parfois peut être frustrant en Tunisie, parce qu'on a la tête dans le guidon aujourd'hui, puisqu'on vient tout juste de voir une loi être votée. Mais voilà, ça faisait 4 ans, 5 ans qu'on l'attendait. C'était un projet qui est passé par énormément de stades. Mais finalement, si on relativise ou qu'on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est des temps, finalement, le temps tunisien est peut-être assez rapide. Et sinon, de toute façon, c'est des temps qu'il faut, en tout cas, il faut patienter, il faut avancer progressivement. Et c'est normal que ça prenne ce temps-là aussi. Alors que voilà, quand on est la tête dans le guidon, on aurait envie que ça aille plus vite d'un point de vue institutionnel notamment, ou d'un point de vue structuration, d'organisation des différents acteurs. Et là, dans ce que vous nous dites, on voit que ça remonte à quand même des décennies en arrière. Ça dépend des activités. On a aussi, en France, la tête dans le guidon et puis avec des vraies difficultés à faire émerger des solutions ESS dans certains secteurs d'activité. Là, en ce moment, par exemple, les exemples les plus connus en France, c'est la distribution d'énergie verte avec la coopérative Enercop pour parler d'elle, mais il y en a d'autres à vrai dire. Mais il s'agit de produire de l'énergie verte et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'abonnés qui puissent financer de plus en plus de production d'énergie verte et faire cohabiter dans un système totalement concurrentiel une petite coopérative, une fédération de coopératives comme Enercop
avec des gros acteurs comme EDF ou comme Engie pour prendre les plus gros acteurs français, sachant que par ailleurs, l'électricité, elle passe dans les mêmes tuyaux de toute façon. C'est évidemment pas simple, mais on les soutient à bout de bras. De la même façon, Railcoop, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui essaie de relancer des lignes ferroviaires abandonnées en France. Autant vous dire que les autorités publiques du ministère des Transports, notamment, ou plus généralement du monde ferroviaire, rigolent un peu quand on leur dit qu'on va relancer des activités ferroviaires sous la forme coopérative. Bon, voilà, nous, là aussi, on a un peu la tête dans le guidon sur ces sujets-là. On aimerait que ça avance un peu plus vite. Voilà, mais en France, l'ESS fait cohabiter des activités très anciennes et qui ont été portées à l'origine par l'ESS, donc très installées dans le paysage, au point parfois d'ailleurs d'oublier que c'est de l'ESS, pour ses dirigeants eux-mêmes d'ailleurs, pour certains, et puis aussi des formes très émergentes sur des thématiques nouvelles. Moi, je crois beaucoup au fait que l'ESS ne peut continuer d'exister que si elle se régénère dans des thématiques nouvelles, autant qu'elle se régénère dans ses pratiques. D'accord. Justement, pour aller, parce qu'on est rentré déjà dans le vif du sujet. Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, j'avais envie de reprendre la définition qui figure notamment sur le site de l'AVIS, la définition de l'ESS en France, qui dit donc que l'économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de structures qui cherchent à concilier utilité sociale, performance économique et gouvernance démocratique, avec pour ambition de créer des emplois et de développer une plus grande cohésion sociale. Concrètement, en France, c'est qui, c'est quoi, c'est plutôt, voilà, c'est qui? Si vous avez des exemples, des modèles de réussite, des success stories, comme on peut les appeler parfois, qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est un acteur de l'ESS, un acteur de terrain de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous avez un ou deux exemples, Jérôme? Alors, la définition de la vie, ce n'est pas la définition juridique, hein, c'est une définition de Non, manière c'est vrai. à se faire Ouais. comprendre du grand public, parce que la définition de la loi est de nature juridique et pas très sexy, à vrai dire. Mais on n'a pas pu faire beaucoup mieux à l'époque, parce qu'on a une institution en France qui s'appelle le Conseil d'État et qui nous rappelle assez régulièrement que quand on fait la loi, c'est pour faire du droit et pas pour faire autre chose. Donc il y a une définition juridique en bonne et due forme. Effectivement. Mais ça regroupe tellement d'activités différentes en France que évidemment que ça peut être illustré par des acteurs là aussi qui n'ont rien à voir. Mais Oui, j'y parce que insiste. je rappelle quand même qu'en France, c'est 10% du PIB, du PIB, et c'est plus de 2 300 000 salariés. L'économie sociale et solidaire, donc ça recouvre une diversité d'acteurs. Oui, alors moi, j'aime pas trop parler du pourcentage du PIB parce que je suis persuadé que la façon dont nos structures, entreprises, associations, etc., créent de la valeur ne peut pas se résumer à la notion de PIB qui est par ailleurs, je pense, assez contestable, même sans parler de l'ESS, à vrai dire. Mais bon, je pense que ce qui caractérise les entreprises de l'ESS, c'est que ce sont des sociétés de personnes, donc de personnes au pluriel, hein, donc qui motivent un engagement de bénévoles, de bénéficiaires, de salariés, etc. Et je pense que la somme des interactions dans ces engagements va Mesure bien pas. au-delà de la mesure de la valeur telle qu'on la conçoit par le PIB. Mais bon, je fais cette parenthèse. C'est un peu plus juste de dire que ça pèse 13% des emplois privés, ce qui n'est pas neutre, mais évidemment que le 13% des emplois privés, ça recouvre des réalités extrêmement différentes. Il y a dans tout ça, de mémoire, 700 000 emplois qui sont dans le monde associatif. C'est, je pense, c'est sûr même, c'est le plus gros bataillon, on va dire, d'emploi de l'ESS, c'est dans le monde associatif. Les associations employeuses qui sont la plupart du temps des petites structures. Il y a évidemment des très grosses structures employeuses dans le monde associatif, mais la plupart d'entre elles ont en moyenne 5 salariés, pas beaucoup plus, à vrai dire. C'est ce qui fait masse. Après, il y a, en fonction des activités, des très gros acteurs de l'ESS qui sont aussi bien, et je vais vous citer rapidement des exemples, mais dans le tourisme social en France, avec des organismes qui gèrent des établissements de vacances, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Il y a le monde de la culture qui est quand même très largement, qui appartient très largement au monde de l'ESS parce que ce sont beaucoup d'associations qui gèrent
activités culturelles, y compris des théâtres, etc. Il y a dans le monde, vous allez voir, ça n'a strictement rien à voir, dans le monde de la distribution, enfin de la grande distribution, des acteurs qui sont très connus, mais pas connus comme étant des acteurs de l'ESS, parce qu'ils appartiennent à la famille des coopératives d'entreprise, les centres Leclerc, Intermarché, Système U, les opticiens Chris, les agences de voyage Fram, les magasins Intersport. Oui, je pourrais continuer, hein, les marques de bijoux. Tout ceci est considéré comme appartenant à l'ESS parce qu'en fait, ce sont des systèmes de franchise coopérative où les propriétaires, entrepreneurs qui créent des magasins s'affilient à une coopérative qui est leur centrale d'achat et dans laquelle ils jouent un rôle déterminant. C'est que c'est eux qui décident de négocier les prix, de décider d'acheter tel ou tel produit qui va être distribué ensuite dans l'intégralité de la chaîne de magasins. Mais il y a aussi tout le monde du sanitaire et social à but non lucratif en France. L'alternative à l'hôpital public ou aux cliniques privées pèse extrêmement lourd en France. Des hôpitaux mutualistes, des cliniques, des centres de santé, des centres dentaires, des centres optiques. Ça pèse extrêmement lourd dans le paysage sanitaire français. Et puis, il y a évidemment les banques coopératives qui sont les leaders du marché français, que ce soit les banques populaires, le crédit coopératif, les caisses d'épargne, le crédit mutuel, le crédit agricole. C'est eux qui sont dominants sur le marché bancaire français. Il y a évidemment les mutuelles santé, les mutuelles d'assurance, qui pèsent là aussi, qui sont majoritaires dans le secteur concerné. Il y a évidemment les coopératives agricoles, mais dans le monde agricole, il y a les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui sont une innovation, enfin une innovation, non, ça fait déjà 40 ans à peu près que ça existe, mais qui a révolutionné le monde agricole en France parce que plutôt que chacun s'endette pour acheter son tracteur, on a favorisé à l'époque un monde de regroupement des agriculteurs pour qu'ils achètent ensemble, via des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les machines-outils dont ils avaient besoin. Ça leur évitait de s'endetter trop lourdement auprès du Crédit Agricole au passage. Mais après, il y a des coopératives aujourd'hui d'artisans qui fonctionnent très très bien. Il y a des coopératives qui existent dans le monde des médias ou des fondations d'ailleurs qui reprennent des journaux. Le journal Libération va être repris sous forme de fondation après que Mediapart se soit transformé également. Voilà, enfin, on est dans tellement de secteurs d'activité différents. On a un leader mondial du câblage, du câblage de haute technologie qui est une coopérative ouvrière. Vous voyez, donc, des belles histoires, il y en a dans plein de secteurs différents, avec beaucoup d'ancienneté parfois, et au contraire, dans certains cas, dans des secteurs émergents. C'est le cas, je l'ai dit tout à l'heure, de la production et de la distribution d'énergie, des mobilités. Je pense qu'il y a beaucoup de choses vont se passer dans le domaine des mobilités, de l'alimentation durable également. Je pense qu'il y aura de nouveaux acteurs qui vont apparaître. Alors, certes, dans un secteur qui n'est pas facile en termes de concurrence. Donc, c'est là qu'on aura des problèmes, enfin, en tout cas, des questions à résoudre de modèle économique, en fait, principalement. Et moi, mon souhait, par ailleurs, c'est que les acteurs de l'ESS s'entraident les uns les autres. Parce que, notamment à l'échelle territoriale, c'est là que beaucoup de choses en France doivent se passer pour répondre à d'autres besoins qui n'ont rien à voir avec ceux de l'ESS, mais à des besoins de cohésion sociale et territoriale. Il faut qu'on arrive à mettre en réseau au niveau le plus fin possible des acteurs différents pour maintenir le lien social qui a tendance parfois à se déliter. Dans ce que vous dites, effectivement, on comprend qu'il y a beaucoup de réussite. C'est très étendu également. Est-ce que dans l'esprit des gens, effectivement, vous avez cité certaines grandes marques, certaines belles réussites. Est-ce qu'on peut considérer, et ça dépend peut-être de la sensibilité des uns et des autres, que effectivement Leclerc applique complètement les principes d'origine de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? Et je ne vous demande pas forcément de prendre parti, mais effectivement, c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on oublie, et quand on parlait de 2,5 millions presque de salariés, on oublie qu'il y a aussi ces géants, comme d'autres coopératives dans le lait, notamment, voilà, qu'on ne citera pas forcément, mais qui sont très importants et qui sont presque des multinationales. Comment vous percevez ça?
Vous faites référence à des débats qu'on a en France, y compris au sein de SS France, à vrai dire. Dans la On aimerait bien mesure, avoir ces débats en Tunisie un jour. Hein, c'est pas... mais je vous le souhaite d'ailleurs, de la mesure où l'ESS se définit par des statuts autant que par des finalités, forcément que tous ceux qui ont le statut sont embarqués dans la définition de l'ESS. Est-ce si grave que ça? Moi, je ne crois pas, en fait. Mais je pense qu'il est important de montrer qu'il y a une autre forme d'entrepreneuriat qui n'est pas de nature capitalistique, dont on peut critiquer les pratiques néanmoins. Moi, je n'ai pas de problème à critiquer les pratiques des uns et des autres. Enfin, ce n'est pas mon boulot que de le faire aujourd'hui. Mais moi, la liste voilà, des pratiques qui me semblent contestables au regard des principes affichés, elle est assez longue, cette liste. Mais je n'ai pas envie de la commenter parce qu'en fait, ça amène pas à grand-chose. Moi, ce que je veux faire valoir, c'est qu'il y a besoin de diversité dans le monde entrepreneurial. Je ne dis pas d'ailleurs que seul l'ESS doit exister. Hein, donc, je pense que c'est une partie de la réponse qui me semble plus résiliente pour résister à certaines crises et pour construire des réponses qui sont par nature collectives et donc, à mon avis, étant par nature collective, elles sont plus en mesure de répondre durablement aux besoins de l'économie et de la société, voire même de faire œuvre utile à la démocratie, parce que je pense que ce n'est pas neutre, de faire en sorte que nos activités économiques soient gérées de manière aussi démocratique que possible, au vu enfin, je ne parle que de la France, que je ne donnerai de leçons à personne, mais au vu du climat qu'on peut avoir dans nos pays, et en tout cas en France, je suis persuadé qu'on a un vrai problème de climat démocratique. Le fait de s'appuyer sur des sociétés de personnes qui sont gérées aussi démocratiquement possible me semble assez capital, à vrai dire. Voilà. Donc, est-ce qu'on s'éloigne des principes? Ça dépend de quel principe on parle. Si on parle des principes juridiques qui fondent l'appartenance à l'ESS, à vrai dire, il n'y a pas de sujet en soi. Si on se fonde sur ce qui apparaît dans le grand public, à savoir l'ESS, c'est forcément un truc qui apparaît comme étant plus vertueux. Là, c'est un débat qui, pardon d'être trivial, mais est un peu plus casse-gueule parce que moi, je ne pense pas que ce soit une question de vertu, en fait. Moi, la vertu, personnellement, je fais très attention à ceux qui m'en donnent des leçons. Je pense que c'est une question d'efficacité ou de performance. Le fait de dire on ne produit pas de la richesse pour produire de la richesse, on produit de la richesse parce qu'on a telle finalité et qu'en la produisant, on intègre le fait qu'on se soucie de ces externalités, positives ou négatives d'ailleurs, que par ailleurs, on fait en sorte que la richesse créée profite aussi aux parties prenantes de l'entreprise, tout ceci étant inscrit dans le fonctionnement de l'entreprise et pas simplement dans des déclarations de principes extérieures pour la communication ou je ne sais pas quoi, tout ça me semble aller dans le bon sens. Parfois, ça ne marche pas aussi bien que ça devrait marcher. C'est aux parties prenantes de jouer leur rôle. Et là, on a un sujet, c'est est-ce que dans les structures de l'ESS, le mode de fonctionnement démocratique et à minima participatif est toujours au rendez-vous? Et c'est vrai que plus c'est gros, plus c'est compliqué, objectivement. Mais il y a aussi à l'inverse des petites structures qui sont confisquées par leurs dirigeants. Hein. Donc, Oui. comment dire, Les les deux déviances existent. existent dans les deux sens. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Et du coup, la loi de 2014 en France, elle a finalement permis une certaine ouverture, ou en tout cas que tout le monde se considère ou pas, hein, parce que je ne suis pas sûr que Leclerc se revendique particulièrement de l'économie sociale et solidaire ou d'autres, mais finalement, ça évite d'être trop strict aussi, et puis d'inclure un maximum d'acteurs qui sont effectivement très diverses. Je fais référence un peu à la loi tunisienne où on peut avoir le sentiment qu'effectivement, sur cette première loi, qu'on a voulu être assez strict quand même sur la définition et pas forcément opérer une forme d'ouverture pour ne pas voir trop d'acteurs X ou Y s'engouffrer ou profiter potentiellement de bénéfices, avantages que pourrait produire la loi dans le futur, quoi. Mais finalement, ça ne pose pas forcément une difficulté particulière, en tout cas en France. Mais enfin, les Leclerc ou autres, ils ne se revendiquent pas nécessairement de l'ESS, puis ils se revendiquent de la coopération, Ouais. assurément. Parce que c'est un vrai modèle à part au regard de ce que seraient leurs concurrents, Carrefour, Auchan, etc. Les patrons de Centre Leclerc, c'est eux qui décident
collectivement de ce qu'ils doivent faire avec l'argent qu'ils mettent en commun. C'est un principe coopératif qui me semble incontestable. La différence entre la France et la Tunisie, enfin entre autres, mais c'est que la loi sur l'ESS en France, elle fait deux choses dans la définition, c'est dans l'article 1. Elle reconnaît des statuts qui sont de fait ceux des entreprises de l'ESS, et par ailleurs, elle sort de ces statuts ce qui fait des principes communs. Et c'est toute la difficulté qu'on avait d'ailleurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment commun entre une association mutuelle, une coopérative, et même une fondation éventuellement, sachant qu'il y a de telles différences entre les activités, les acteurs, etc., que voilà, ce n'est pas si simple que ça. Je crois qu'on est à peu près arrivé à définir les principes communs. Et par contre, le débat qu'on a évacué à l'époque, c'est celui que vous avez, vous, privilégié, c'est est-ce qu'il faut un label ou pas. Certains acteurs ont porté la question du label en France. Moi, j'étais opposé. Le ministre, d'ailleurs, était plutôt favorable au départ, on va dire. Moi, je pense qu'on peut labelliser des pratiques ou des produits plus difficilement des entreprises. Je ne sais pas si c'est clair comme ça, en fait. Et je pense que l'effet contagion nécessaire de l'ESS ne passe pas par le label, en fait. Parce qu'en fait, qui dit label dit restriction, en tout cas critères sélectifs, ça, assurément. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure façon d'encourager la diffusion des principes entrepreneuriaux de l'ESS. On a essayé, d'ailleurs on n'a pas vraiment réussi, pour être tout à fait objectif. De l'article 1 de la loi, on a dit que les principes communs à toutes ces organisations de l'ESS étaient parfaitement applicables à des sociétés dites commerciales, parce que leur statut ressortent du code de commerce en France, à condition qu'elles appliquent des critères de démocratie, de répartition de la valeur, etc. Elles peuvent se considérer comme étant de l'ESS. Après, n'importe qui peut dire de ce fait qu'il est membre de l'ESS ou pas. On a évacué le label, mais par contre, on a privilégié un outil administratif qui s'appelle l'agrément entreprise sociale solidaire d'utilité sociale, pardon. Et c'est la petite graine qu'on a mise dans la loi pour se dire que demain, s'il fallait quand même essayer de voir quels étaient ceux qui étaient les plus exigeants dans ce paysage assez large, l'agrément ESUS servirait à ça. Voilà. C'est une petite graine. Pour le moment, elle n'a pas tout à fait produit ses effets. Mais par contre, excusez-moi, là où je pense que dans le contexte, il peut y avoir intérêt pour les entreprises de l'ESS de s'en réclamer, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a objectivement un mouvement de fond qui fait porter comme une forme de pression sur les entreprises, sur le monde du travail, pour qu'il y ait plus de sens, plus de justice, plus de respect de l'environnement, des hommes et des femmes, etc. Et en fait, certains redécouvrent le fait que dire qu'on est de l'ESS, c'est quand même plutôt un avantage. Voilà. Après, c'est comme en amour, hein. Il vaut mieux avoir des preuves d'amour que des mots d'amour, mais néanmoins, je pense qu'il y a une forme de résurgence de la notion de l'ESS, y compris chez ceux qui, dans l'ESS, l'avaient un peu oublié. Je vais justement revenir sur la loi tunisienne qui a été votée au mois de juin, promulguée par le président tunisien. Donc, c'est la loi qui est relative à l'ESS et qui a effectivement pour objectif de définir le secteur en Tunisie. Donc, elle apporte une définition qui est celle-ci. L'ESS est un modèle qui est composé d'un ensemble d'activités économiques à finalité sociale et portant sur la production, la transformation, la distribution, l'échange, la commercialisation et la consommation de marchandises et services assurés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et ce, en vue de répondre aux besoins collectifs de ses membres et à l'intérêt économique et social général. Et dont le but principal ne consiste pas à s'en partager les bénéfices. Donc, c'est une définition. Cette loi, elle prévoit aussi les objectifs, les organisations qui sont concernées par l'ESS. Elle prévoit aussi la création d'un label, dont vous avez parlé, Jérôme, un label pour les entreprises de l'ESS. Elle indique aussi les différents principes à respecter qui sont inscrits dans les statuts ou qu'il faut appliquer dans ces activités.
Elle prévoit également la gouvernance, par la gouvernance du secteur, hein, par la création d'un conseil supérieur de l'ESS, mais aussi une instance plus opérationnelle de l'ESS et la possibilité de créer des organes représentatifs des acteurs eux-mêmes. Elle prévoit les questions d'inscription, de suivi des données et la création d'un compte satellite également, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments chiffrés sur le secteur, donc c'est quand même important également. Et enfin, on peut lire dans la loi les avantages, les incitations, les aides qui pourraient être accordées aux entreprises de l'ESS. On attend maintenant les décrets d'application sur plusieurs points, parce que pour le moment, il ne peut pas y avoir beaucoup de références à cette loi, on va dire. Donc ça, c'est en cours. Et on a, par exemple, sur le label, on avait indiqué dans la loi que 2 mois après sa promulgation, il y aurait un décret qui permettrait ensuite aux structures d'être labellisées. On est déjà 4 mois ou 5 mois après et ce label et ce décret n'ont pas encore vu le jour. Donc, on voit que ça va être un peu plus long que ce qu'on pensait quand même. Vous avez contribué à l'élaboration de la loi auprès du ministre Benoît Hamon. Est-ce que vous percevez des différences notables? Est-ce qu'il y a des choses que l'on a peut-être ratées ou des éléments qui sont assez précurseurs? Vous voulez dans la loi entre la loi tunisienne et puis la loi française. Franchement, je pense que chaque loi correspond quand même à des contextes particuliers. Donc, les choses me semblent difficilement comparables dans l'absolu. Je trouve que vous avez une bonne définition. D'ailleurs, dans votre définition, il est aussi bien question de répondre aux besoins des membres que de répondre à des besoins à l'intérêt économique et social général. Donc, on voit déjà que dans votre définition, vous avez les deux dimensions. Vous avez potentiellement, ça m'embête de parler des Leclerc tout le temps, mais vous avez potentiellement les Leclerc comme de l'affaire parce qu'ils répondent à leurs propres besoins. C'est le principe de la coopération. La coopération est quand même pas nécessairement tournée vers la satisfaction de l'intérêt général. Le monde associatif, oui, beaucoup plus. Oui. Le mutuel, en France en tout cas, en principe aussi, à vrai dire de moins en moins, mais c'est quand même la finalité, c'est plutôt l'intérêt social et général. Le monde de la coopération, c'est un peu sa distinction par rapport aux autres. Il est plus tourné vers la satisfaction des besoins de ses membres. Et parfois dans des cercles fermés. Et d'ailleurs, c'est un sujet important pour nous en termes de droit communautaire européen, à vrai dire. Il fait une vraie distinction par rapport au reste de l'ESS, qui peut justifier des politiques d'ailleurs discriminatoires, ou discriminantes plutôt, au sens positif du terme. Non, les deux lois ne sont pas comparables par définition au vu des histoires différentes, des activités différentes dans lesquelles l'ESS est implanté. Ce qui me semble important, mais vous en avez mis, je crois, les germes dans cette loi, c'est d'abord de bien savoir de quoi l'on parle. Et le fait que vous ayez, vous, la perspective d'un compte satellite, alors que nous, en France, on ne l'a pas, est, je pense, déjà quelque chose de très important. Le fait de structurer un écosystème dès le départ qui essaie de travailler de manière collective, enfin, je suppose que c'est l'ambition, est aussi, je pense, un point fort. Le fait d'avoir mis dans la loi des dispositifs très favorables à la commande publique me semble aussi extrêmement important parce que je crois qu'il y a d'ailleurs des exemples très récents. Hein. Le levier de la commande publique est extrêmement important. Il y a une expérience en Grande-Bretagne qui s'appelle le modèle de Preston, d'ailleurs, où dans une cité de quelques milliers, une dizaine de milliers d'habitants, je ne sais plus, du nord de l'Angleterre, ravagée par la crise économique, industrielle, sociale, etc., l'équipe municipale de la ville a décidé qu'elle passerait désormais, enfin, le levier de transformation sociale passerait par la commande publique et que la commande publique favoriserait des réponses qui sont à peu près celles de l'économie sociale, grosso modo. Et en fait, il y a eu un effet démultiplicateur en termes de cohésion qui va au-delà de la satisfaction du besoin économique et social. Et je pense qu'il y a vraiment un levier qui est très important, et ce qui peut d'ailleurs rendre utile le label, pour le coup, effectivement. Là, je comprends bien le rapport qu'il peut y avoir entre les deux. Le problème, c'est qu'en France,
le droit qui s'applique au marché public, il est de nature très européenne et qu'on a moins de liberté, on va dire, même avec un label, pour donner la priorité ou la primauté à l'ESS. Mais je pense que pour vous, c'est effectivement très intéressant d'avoir mis ça dans la loi. Encore faut-il d'ailleurs effectivement que ça s'applique. Et après, dans l'expérience française, il y a la question de la structuration régionale qui n'est pas neutre. Nous, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire jouent un rôle quand même important au niveau territorial. D'abord dans l'interlocution avec les conseils régionaux, qui, eux, ont fait de l'ESS la plupart du temps une priorité de développement économique. Donc, il y a au niveau territorial un acteur qui permet d'avoir cette interlocution avec les conseillers régionaux. Et puis, elles ont d'autres missions par ailleurs, sur l'observation notamment, sur le recensement des entreprises, qui sont évidemment importantes pour continuer à savoir de quoi on parle et ce que l'on veut développer. Vous pensez qu'il faille compléter la loi de 2014 en France, la loi française? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des avancées que vous souhaitez pour permettre un développement plus important de l'ESS, ou alors ça ne passe pas forcément par la loi et il y a d'autres choses à faire aujourd'hui, à mener pour justement continuer le développement du secteur? Est-ce que c'est forcément juridique en fait? Écoutez, je ne sais jamais si c'est Montesquieu ou Montaigne. Je crois que c'est Montaigne qui a dit qu'il ne faut toucher à la loi que d'une main tremblante. La loi n'est pas parfaite, c'est sûr et certain. En même temps, est-ce qu'il y a vraiment besoin de la retoucher pour faire progresser les choses? Je n'en suis pas plus convaincu, en fait. On a en principe une évaluation nécessaire de cette loi qui devrait être faite. Bon, enfin, elle aurait déjà dû être faite, à vrai dire, mais elle n'a toujours pas été. Peut-être que ça sera dans une autre période politique. Je pense qu'il faut le faire. Il y a forcément des dispositions qui sont tombées en désuétude. Certaines d'ailleurs ont déjà été abrogées par l'actuel gouvernement, avec ses propres raisons. Donc non, je ne pense pas que de manière générale, on ait besoin de passer par la loi pour faire évoluer les choses. D'ailleurs, à vrai dire, rien de ce qu'a créé l'ESS dans l'histoire de la France n'a été permis par la loi à l'origine. Mais Oui, de fait, c'est elle est vrai. arrivée bien après, quoi. La normalisation, on va dire, juridique est arrivée après les activités. Les sociétés de secours mutuels se sont créées avant même de savoir s'il y avait un statut qui encadrait les sociétés de secours mutuels. C'est venu assez vite, à vrai dire. Hein. C'est Napoléon III qui s'est dit oulala, c'est quand même dangereux que tous ces ouvriers et artisans s'organisent pour se venir en aide, etc. Et c'est lui qui a imposé, en 1853 de mémoire, une loi sur les mutuelles parce qu'il voulait absolument régenter tout ça de peur que ça lui échappe. Donc, c'est pas une loi très libérale au départ, hein, c'est une loi de contrôle. Et pareil, les premières coopératives ouvrières n'avaient pas besoin d'un statut sur les coopératives qui aurait été fixé par une loi. Ils ont créé ce dont ils avaient besoin. Et assez souvent, l'histoire de l'ESS, elle est là, hein, elle est précurseur parce qu'elle essaie de trouver des réponses immédiates à des besoins qui se font sentir. Et après, il y a besoin parfois d'une assise juridique. Prenons Emmaüs, par exemple, qui tient une place non négligeable dans le monde de la solidarité en France. Emmaüs, vous connaissez l'intuition de l'abbé Pierre, les communautés Emmaüs, etc. Les compagnons Emmaüs, pendant très longtemps, ils n'ont pas eu de statut. Au bout de je ne sais plus combien d'années maintenant, Emmaüs a réussi à faire voter dans la loi un statut spécifique pour les compagnons Emmaüs, en fait, qui organisent leur relation à la communauté, les protections dont ils peuvent bénéficier, etc. En quoi ils sont des travailleurs ou pas, ce qui n'est pas neutre par rapport au droit social. Enfin bref. Donc voilà, la plupart du temps, l'ESS, elle défriche, et après la loi vient encadrer tout ça. Alors c'est plus ou moins vrai maintenant selon les activités. Il y a des activités qui sont extrêmement normées et régulées. Tout ce qui est dans le monde de la finance, notamment l'assurance, la banque, aujourd'hui, c'est très régulé par ailleurs. Du coup, pas forcément un passage par le juridique, mais alors je crois savoir que récemment, et ça fait suite à la première vague
de Covid en mars-avril, vous avez parlé de compléter la définition actuelle de l'ESS par une déclaration plus politique. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Et c'était notamment dans le cadre de ce que vous avez lancé récemment, la plateforme qui s'appelle La République de l'ESS. Qu'est-ce que vous vouliez dire par plus politique? Quel est le message? En quelques mots, l'intuition m'est venue au départ et nous est venue ensuite au moment du premier confinement que nous avons connu à partir de la moitié du mois de mars, parce qu'il y avait cette espèce de sidération de tout le monde en France, hein, sur ce qui nous arrivait. Alors non seulement le fait d'être confiné, de changer nos habitudes, la menace de la maladie, etc., mais cette forme de sidération quant au fait de se retrouver vulnérable. Parce qu'on était dépendant du reste du monde pour avoir des masques, on n'avait ni masque ni vaccin, on ne savait pas ce qu'était cette maladie, et elle se diffusait parce qu'on vit dans une économie mondialisée, et qu'on s'est rendu compte à ce stade que non seulement elle était peut-être d'origine animale, mais avec des modes de contamination qui étaient quand même pas très normaux, un mode de diffusion qui était lié à un modèle économique qui ne connaît pas de limite. On n'avait pas de quoi se protéger parce qu'en fait, on avait délocalisé la production de masques, de vaccins, etc. Et donc, il y a une floraison de tribunes ou d'appels dans la presse à l'époque, au printemps. C'est aussi parce que c'est le printemps et qu'il y avait 1000 fleurs qui surgissaient. Mais en gros, toutes ces tribunes disaient « plus jamais rien sera comme avant, le monde doit changer, l'économie doit changer, etc. » Sans être tout à fait cynique, mais néanmoins un peu réaliste, je me suis dit, tout ça c'est bien, c'est des belles pétitions de principe, mais concrètement, il va falloir quand même un peu interroger les raisons pour lesquelles on s'est retrouvé dans cette crise-là, les raisons environnementales comme les raisons économiques et sociales, les choix publics aussi qui sont faits. Et je me suis dit, l'ESS a une part de réponse, alors certainement pas toute seule, et pas la seule, mais si tant est qu'elle puisse avoir cette part de réponse, encore faut-il qu'elle sache mieux définir ce qu'elle est, au-delà de ce qu'elle fait, etc. Et donc, j'ai suggéré à l'époque qu'on se dote d'un processus qui permet d'être mieux identifié en tant qu'apporteur de solutions dans le contexte politique de la crise qu'on est en train de connaître et qui est durable, à vrai dire. Parce qu'il y a quelques fondamentaux de notre société, je ne parle que de la France, mais il y a des acteurs qui font partie du paysage depuis des dizaines d'années qui risquent de disparaître dans le monde de la culture, du sport, du tourisme, de l'éducation populaire. On est quand même face à une situation qu'on n'a jamais connue et qui peut ne pas être neutre en termes de cohésion sociale derrière. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, l'ESS doit être un point d'ancrage parce qu'elle est déjà aujourd'hui et parce qu'elle pourrait apporter comme réponse à des interrogations parfaitement légitimes qui sont nées de cette crise. Encore faut-il qu'on nous identifie mieux, qu'on nous définisse mieux. L'acronyme ESS, il est sympa, mais enfin, il n'est pas toujours très signifiant. En plus, il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que quand on commence à dire « Ah oui, non, il y a un tel dedans, alors ça, j'en reviens pas. » Donc, du coup, se dire « Il y a une définition juridique, ok, elle n'est pas très compréhensible. » Mais par contre, dire « Voilà, qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire, quelle que soit notre taille, nos activités, nos structures juridiques, dans le débat qui peut exister suite à la crise du Covid, ou plus généralement à la crise qui frappe le monde économique, le monde de l'entreprise, la quête de sens, etc. Qu'est-ce qu'on a à dire? Et donc, on va le faire sous une forme plus participative que si on le faisait seulement à quelques-uns. Et donc, on devrait aboutir, en principe, dans un an à peu près, à une déclaration politique. C'est un nom de code à ce stade parce qu'elle s'appellera peut-être autrement. Il ne faut pas que ce soit partisan non plus, ce n'est pas le sujet. Donc, soit fédérateur le plus possible et compréhensible du grand public. Je pense que c'est une bonne chose de s'y prendre dès maintenant. Enfin, déjà, c'est suite à une situation très particulière et puis de s'y prendre maintenant en prévision des futures élections présidentielles pour préparer effectivement. En plus, ça gâche rien. On a vécu une année, et ça sera ma dernière question, Jérôme, avant que je redonne la parole à Ignace. On a vécu une année très particulière en raison du Covid. Et en plus, la crise semble quand même résister. Et est-ce que vous voyez plutôt les pays européens se refermer sur eux-mêmes justement pour régler
toutes ces difficultés qui existent aujourd'hui, qui existaient et qui sont accentuées par la crise, les difficultés sociales, économiques, environnementales, ou alors, et par voie de conséquence, les acteurs de l'ESS aussi, hein, ou alors, est-ce qu'on imagine plutôt des passerelles, des synergies, des coopérations entre pays, et notamment avec la Tunisie? Est-ce qu'elles sont plutôt encouragées, nécessaires? Quelle est votre perception de cela? Parce qu'on pourrait avoir cette tendance-là de se dire, bon, on en a déjà assez chez nous, alors résolvons nos problèmes, nos difficultés, et puis ensuite on verra avec les autres. La question est compliquée. Je pense qu'il y a aujourd'hui une tendance, une ambiance, je ne sais pas si c'est une nécessité, mais que chacun se réapproprie un peu de souveraineté économique. L'ESS est une forme de souveraineté économique alors, qui n'est pas au sens national du terme, mais le fait de rester maître de son destin autant que possible sur des questions économiques et sociales est au fondement même de l'économie sociale. Donc on ne doit pas être mal à l'aise par rapport à ça. En Europe, la situation se présente de manière un peu différente, mais de toute façon, ce n'est pas l'ESS qui est en soi un prisme au niveau européen parce qu'elle n'est pas présente du tout de la même façon d'un pays à un autre. Alors, on attend un plan d'action européen sur l'ESS, donc on verra bien ce qu'il en est. Est-ce que l'ESS peut participer d'une logique je ne vais pas dire de souveraineté, mais de réappropriation de certaines thématiques? Je pense que c'est non seulement souhaitable, enfin possible, mais souhaitable. L'Europe va, je pense, de toute façon vers une période non pas de repli sur soi, mais de réappropriation. Après, il faut trouver le bon équilibre. Que tout n'a pas de sens en termes de réappropriation, de toute façon. L'Europe a vocation à rester comment dire, une entité politique ouverte, quoi qu'il en soit. Et je pense qu'il faut de toute façon, notamment à l'égard de la Méditerranée, c'est pas nouveau qu'il y a des initiatives qui visent à faire travailler ensemble les pays méditerranéens autour de l'ESS. Et évidemment qu'il faut se saisir de l'occasion pour ne pas réinventer le monde tout seul dans son coin. Et si tant est qu'il y a besoin et capacité à réinventer le monde autour de l'ESS, le mieux, c'est de le faire quand même par-delà les frontières. Moi, je crois profondément le terme est quand même mal choisi, mais bon, au potentiel de contamination de l'ESS, en fait, sur l'économie. Je suis d'accord qu'il est très, très bien choisi dans le contexte, mais et puis j'espère qu'il n'y a pas de vaccin contre l'ESS, en fait, mais pour faire en sorte que l'ESS se propage, et je pense que ça commence objectivement, ça commence évidemment en Afrique du Nord avec vous et sans doute, j'espère, demain avec d'autres pays. Mais l'Amérique latine a une très longue histoire avec l'économie sociale. Il faudrait juste un peu plus de stabilité économique et politique pour l'ancrer dans la durée. Même en Amérique du Nord, le Canada est un pays profondément attaché à l'ESS, surtout le Québec, mais pas que. Aux États-Unis, la grande distribution est largement coopérative. D'ailleurs, et ce qui se passe dans le monde de la santé consiste quand même à remettre du commun. Et c'est aussi la logique aujourd'hui qu'il faut se réapproprier. En Asie du Sud-Est, ça existe aussi. Voilà, enfin, je pense on a l'avenir devant nous. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes moyens politiques et financiers que les autres. Je pense que l'économie de plateforme, elle est parfaitement adaptée à l'économie sociale, par exemple. On a les moyens aujourd'hui de mutualiser les ressources de nos sociétés de personnes, à commencer par les ressources humaines, les données qui vont avec, protéger ces données ou en tout cas les gérer démocratiquement plutôt que de se les faire confisquer, proposer des services de manière un peu plus diversifiée que c'est le cas aujourd'hui. Voilà, je pense que si on va au fond de nos modèles, on a un boulevard devant nous. Et il ne s'agit pas de se replier ensuite sur des frontières nationales. Le principe est, je pense, tout à fait contagieux. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les Tunisiens, Jérôme? Écoutez, je suis d'abord ravi de l'invitation qui m'a été faite. J'aurais préféré que ça se fasse en direct. Exactement. Nous aussi, on aurait préféré que vous soyez avec nous ici à Tunis. Ça, c'est la vie. Bon, c'est pas définitif. Hein. On y arrive peut-être un jour. Non, je suis vraiment. Je ne sais même pas trouver le bon adjectif, en fait. Mais le fait que, finalement, on est dans un club très fermé, des pays qui ont une loi sur l'ESS. Je suis très honoré, très, très fier de vous, en fait, que vous soyez le premier pays d'Afrique du Nord à avoir cette loi. Il y a d'autres pays en Afrique qui en ont une.
D'ailleurs, ces lois ne se ressemblent pas nécessairement et c'est non seulement normal, mais c'est pas grave. En fait, il faut que chacun l'adapte à ses besoins et aux circonstances. Après, il faut qu'on se serre les coudes aussi parce que ne soyons pas dupes du fait que c'est pas si simple que ça d'installer l'ESS dans n'importe quel contexte. Voilà. C'est pas simple de la faire exister en France malgré la longue histoire que j'ai évoquée. Ce ne sera pas simple de la faire émerger en Tunisie non plus, malgré la loi. Voilà. Donc, voilà, si vous le souhaitez, je serais heureux de vous aider, dans une modeste mesure de mes moyens, à faire en sorte que l'ESS s'installe durablement en Tunisie. Très bien. Merci pour cette proposition, Jérôme. Merci pour cette conversation aussi, donc de Paris à Tunis. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bienvenue. Je te laisse conclure. En fait, je voulais juste vous remercier à vous deux pour ces échanges autour quand même d'une thématique économie sociale et solidaire qui est quand même, je pense, considérée par l'État tunisien comme le troisième pilier de développement après le secteur privé et public. Jérôme Sadier, merci pour votre participation, pour votre temps. Je sais que vous avez beaucoup de choses à l'heure actuelle. Je rappelle que vous êtes le président de l'AVIS, c'est l'agence d'ingénierie qui travaille pour développer l'économie sociale et solidaire, et vous êtes également président de l'ESS France, qui est instituée par la loi de juillet 2014. Rachid, je te remercie pour ta participation. Tu es spécialiste d'inclusion financière et d'entrepreneuriat social. Tu diriges le laboratoire de l'économie sociale et solidaire depuis 2017. Tu es un partenaire aussi de notre secteur. Je vous remercie à vous deux et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci. Au revoir. Merci à vous tous pour l'invitation. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Au revoir.